on a bien effectivement deux persécutions parallèles qui vont avoir lieu pendant un temps. C'est-à-dire que Vichy entame de lui-même une persécution des Juifs, dont le premier statut d'octobre 40 est le premier grand texte. Et les Allemands ont eux aussi leur politique de persécution, dont l'ordonnance du 27 septembre 40, donc on est très concomitant dans les dates. Alors c'est vrai que ces deux persécutions n'ont pas tout à fait les mêmes logiques, même pas du tout les mêmes logiques au départ. Pour simplifier, on peut dire que ce que Vichy met en place au départ, c'est un antisémitisme qui correspond à l'idéal, on va dire, des nationalistes vaincus pendant l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire c'est un antisémitisme d'État qui vise à exclure et qui commence par installer une logique simplement d'exclusion au départ. Alors que les Allemands sont dans une autre logique, la persécution nazie se cherche encore, c'est-à-dire qu'aux dates qu'on vient de citer, c'est-à-dire fin 1940, le processus d'extermination massive, de destruction massive n'est pas encore au point. Et on n'a pas de moment où on a décidé clairement cela, en tout cas pas encore à ce moment-là. Et donc, on peut dire qu'il y a deux persécutions qui commencent, qui ne correspondent pas aux mêmes logiques, mais qui vont se rejoindre finalement, ça va converger, et ça va converger pour une raison simple, qui sera la collaboration. La raison fondamentale, c'est la collaboration qui va les faire converger. Alors, c'est vrai qu'au départ, les logiques sont différentes, et qu'on va voir ensuite se multiplier les textes. Alors, est-ce qu'on peut parler de concurrence échevelée? C'est pas tout à fait ça, parce que c'est vrai, quand on voit l'empilement des textes, on est très étonné de tout ce qui arrive. D'abord, c'est compliqué à comprendre. Il y a des choses qui relèvent de la persécution de détail, l'apartheid mesquin, comme on disait au moment de l'Afrique du Sud, l'interdiction d'aller au spectacle ou de fréquenter les jardins publics, par exemple. Mais à chaque fois, chacune de ces décisions fait l'objet d'un texte, lequel texte alors, est soit l'équivalent d'une prétendue loi de Vichy, soit une ordonnance allemande. Mais ensuite, il faut des décrets d'application, il faut des règlements. Donc on a toute une production bureaucratique de circulaires, de textes, de règlements et de lois qui s'empilent. Donc c'est bien ça, l'impression de quelque chose qui est surabondant. Mais en même temps, d'une part, les logiques ne sont pas exactement les mêmes, et cela va amener effectivement des divergences éventuelles entre les Français et les Allemands, mais tout cela va être effacé par la collaboration qui va mettre la persécution française au service de la persécution nazie, pour simplifier. Le meilleur exemple, c'est le recensement. Le recensement que les Français font parce que on ne savait pas qui était juif et que donc la question se pose et que malgré leur souci de définition, ils sont quand même dans l'incapacité de repérer les juifs à proprement parler dans la population. Donc on va demander un recensement qui est une opération volontaire. On dit aux gens qu'ils doivent venir. Enfin, ils sont obligés, mais on ne va pas les chercher pour se recenser au départ. On leur demande de venir se déclarer. Bon. Ce recensement va être fait, on va construire un énorme fichier qui est français, qui est donc ce qu'on appelle d'habitude le fichier TULAR, qui va être centralisé à Paris, et ce fichier va être mis directement au service de la persécution nazie à un moment donné. Donc les deux persécutions qui sont d'idéologies éventuellement différentes, de projets différents aussi, parce que par exemple Vichy ne voulait pas tuer tous les juifs, tandis que la persécution nazie a comme but de tuer tous les juifs. Mais il n'empêche que ces deux persécutions qui sont de production de textes différentes, de logiques différentes au départ, vont finalement converger et que la persécution française devient un outil supplémentaire et inattendu, et pour les Allemands, un outil extraordinairement efficace pour leur propre persécution. Donc tout cela converge. Et alors, concurrence échevelée, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup dans cette formule finalement. L'idée échevelée. C'est-à-dire qu'on va perdre des repères. À un moment donné, ça devient un peu délirant. Alors, je vais vous donner des exemples pour montrer que cette perte de repères extraordinaire. Quand les Français décident donc, quand le régime de Vichy décide de lancer cette persécution, il s'agit de définir qui est juif. Le problème est tout à fait complexe, c'est-à-dire qu'on hésite entre les critères religieux, les critères raciaux, et ça va amener quantité de problèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que la logique de Vichy va être de chercher à faire déclarer le plus de gens juifs. Ça se voit très bien quand les problèmes arrivent jusqu'à des tribunaux. Parce qu'il y a des gens qui sont déclarés juifs par l'administration, en fait, alors qu'en principe, au départ, ils devaient se déclarer. Mais que l'administration va déclarer juif, mais qui le conteste. Et dans ce cas-là,
les tribunaux sont devant une situation très étonnante, qui est la suivante. L'administration n'a pas à justifier, n'a pas à donner de preuve que la personne qu'elle estime juive est juive. Est juive. Tandis que la personne qui est devant le tribunal, qui dit non, je ne suis pas juif, doit prouver qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire doit prouver un fait négatif. Or ça, c'est très difficile. On peut prouver ce qu'on est ou ce qu'on a fait, mais prouver ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on n'est pas, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est l'exemple même d'une perte de repère totale. Ça n'existe pas normalement de prouver, demander à quelqu'un de prouver qu'il n'est pas quelque chose. Donc là, c'est tout à fait vrai cette formule, la concurrence échevelée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd tout repère. J'ai une autre archive du Loiret en tête qui est, à mon sens, extraordinaire à ce sujet. C'est dans le processus d'arianisation, comme on a dit, c'est-à-dire de spoliation générale des Juifs. On a cherché à voler aux Juifs ce qu'ils détenaient, leurs biens, et leurs biens professionnels, ou quelquefois leurs biens personnels. Et quand on le fait, on est obligé d'avoir au niveau départemental des commissions de réflexion sur à qui on va attribuer telle responsabilité. Et je me souviens d'une archive du Loiret où on a un notaire qui est associé, parce que évidemment le préfet a associé les administrateurs de biens, donc les notaires à cette affaire, et qui s'écrit à un moment donné, on est au-delà de toute légalité, c'est impensable en réalité ce qui est en train de se passer. Donc ils perdent leur repère tout à fait. Et on voit se multiplier les actes euh, dans la production de textes réglementaires par les fonctionnaires qui mettent en pratique la persécution, on en arrive effectivement à des choses incroyables, comme le fait de faire, dans les mêmes dossiers de référence, de juxtaposer des documents qui sont des réflexions administratives précises sur tel ou tel cas, et juste à côté, vous avez des éditoriaux de la presse antisémite la plus vulgaire et la plus triviale. Et c'est dans les dossiers de référence. C'est-à-dire que oui, ils sont perdus, ça devient quelque chose de monstrueux, effectivement, de perte de repères complètement. Et c'est en ce sens que Vichy est clairement impliqué, parce que ça n'était possible qu'au nom de la collaboration. C'est la collaboration qui va faire fusionner les deux axes de la persécution, les deux sources de la persécution. Et évidemment, pour les victimes, le résultat est qu'ils sont persécutés et par les Allemands et par les Français, et c'est la même persécution qu'ils vivent pour eux, bien sûr. Le bon exemple, d'ailleurs, c'est les camps du Loiret, effectivement, où la décision d'internement dans les camps du Loiret est tout à fait visible par une lettre d'un haut fonctionnaire français qui est préfet, qui s'appelle Ingrand, qui est représentant à Paris du ministre de l'Intérieur, lequel évidemment est à Vichy, et qui s'adresse au commissaire général aux questions juives, qui est Xavier Vallat à cette date-là. Nous sommes là en avril 1941, et il lui dit qu'un officiel allemand des autorités d'occupation lui a exprimé le désir de voir interner des juifs étrangers, ce qui correspond à une possibilité que le régime de Vichy s'est donnée. Et ce désir, on est bien on a juste ce terme dans la lettre officielle, c'est un désir. Au paragraphe suivant, ce désir s'est transformé en une directive que donne l'État français à ses institutions, et cette directive est exécutée dans le Loiret. Et c'est le préfet du Loiret qui est chargé de l'exécution de la gestion des camps, de l'exécution de cette directive. On passe du désir à la directive et à l'exécution de la directive. C'est la collaboration.